Bonjour, vous écoutez bien La Confiture, je suis Sébastien, je suis avec Guillaume. Bonjour à tous. On a appris des trucs et on va vous les transmettre à notre façon parce que n'oubliez pas, la culture, c'est comme la confiture. C'est tout ce qu'il nous faut pour faire comme on fait tous les soirs. Ah, tentez de conquérir le monde. Exactement. Ah ouais, on n'avance pas beaucoup là-dessus. Non, là-dessus. Mais on peut prendre des exemples par-ci par-là. Ouais, c'est ça, en fait, c'est qu'on apprend de ceux qu'on raté. Voilà. Pour le moment, on est en quoi Bac plus 2 maîtrise du monde, quoi. C'est ça. On va bientôt passer notre licence. Et alors là, on va pouvoir aller en master, quoi. Ça va être formidable. De quoi allons-nous parler aujourd'hui, Guillaume? On va parler de maître du monde. Bah ouais. Habile transition. Habile transition. Et on va parler aussi de Lavender Urn. Lafcadio Urn. Lafcadio Urn. Je l'ai pas, comme on découvre nos sujets à la fin, là, je l'ai pas écrit devant moi. Donc c'est un effort de mémoire qui s'est évanoui le temps de 1 minute d'intro. En même temps, quand je suis arrivé tout à l'heure, je me souvenais plus du prénom de Lafcadio Urn. Parce que c'est un peu un nom à coucher dehors, quand même. Oui, mais du coup, c'est un nom intriguant. Voilà, tu verras. Voilà. C'est le deuxième prénom de... Enfin, non, en fait. Non. Si, c'est son deuxième prénom. D'accord. Ok, mais je vais commencer et on va directement rentrer dans le gros morceau. Hein. Vas-y. On va parler de maîtres du monde. Voilà. Enfin, en fait, on va parler des maîtres du monde. Ceux qui sont vraiment au top, quoi. Ceux qui sont vraiment au les top. Reptiliens, donc. Non, on va parler des Illuminati. C'est donc les maîtres des reptiliens. Non, c'est le maître des francs-maçons. Ah oui, c'est vrai. Donc, les reptiliens, c'est concurrent. Mais j'imagine qu'il y a des reptiliens parmi les... Est-ce qu'il y a des Illuminati reptiliens? Ouais. Je fais un petit encart dans cet épisode pour vous dire qu'à la réécoute de nos pistes, il semblerait que celle-ci était mystérieusement abîmée. Coïncidence? À vous de juger, mais faites attention au sujet que nous allons aborder. En tous les cas, nous allons faire le maximum pour vous rendre une écoute la plus agréable possible. En fait, plus précisément, moi, ce que je voulais, c'est, prendre un petit peu de recul, justement, sur les reptiliens, le Bilderberg, le Nouvel Ordre Mondial, tout ça. Prendre un petit peu de recul et regarder vraiment le groupe qui est à l'origine de ces théories. Et parce que, notamment, déjà, c'est intéressant de savoir qui sont vraiment les Illuminati. Et puis, ça nous permet de nous retrouver, encore une fois, dans une époque que j'aime bien, qui est une époque qui est un peu l'époque du bouillonnement des idées, la fin du XVIIIe siècle. Certes. Effectivement, le bouillonnement des idées est dans quel coin? Eh ben, je vais te le dire tout de suite, puisque le personnage central de notre histoire, c'est un certain Adam Weishaupt. Donc, pas du tout Jean-Charles Illuminati. Non. Et donc, cette future légende est née en 1748 à Ingolstadt, donc en Bavière. Un coin charmant. Je sais pas, je suis jamais allé en Bavière. Ça se trouve, c'est hyper beau, mais... Écoute, Munich, t'as des endroits avec des grands bancs et beaucoup de bière. Ce qui est pas mal. Non, enfin, moi, j'ai juste vu une brasserie à Munich, hein, je t'avoue. J'y ai passé 2 jours, mais... J'ai vu une brasserie. J'ai vu une Pendant brasserie, 2 jours, le reste du temps, bien. j'étais dans des salles de conférence. Ouais. C'était assez cool. Donc, notre petit Adam Weishaupt, donc, qui va perdre son père, malheureusement, à l'âge de 5 ans, et qui va être très vite élevé à la fois par son parrain, le baron Johann Adam von Eichstätt. C'est facile à dire. Donc, qui est professeur et recteur d'université. Et baron. Et baron, voilà. Qui va notamment lui ouvrir sa vaste bibliothèque, qui contient aussi des ouvrages interdits. Des ouvrages interdits, c'est-à-dire? C'est-à-dire qu'on est quand même en 1750 et quelques. Il y a encore des ouvrages qui sont un peu trop tendancieux en termes d'idéologie, Ouais, des trucs de gauchistes, quoi. des trucs de gauchistes. Et lui, il aime bien les bouquins, donc il les a. Il est baron, donc il fait ce qu'il veut. Et donc ça va un peu, il est baron et recteur d'université. donc ouais, c'est vrai que voilà, quand tu veux avoir une bibliothèque, c'est cool, quoi. c'est mieux. Et donc ça va lui ouvrir l'esprit et cultiver sa curiosité, parce que d'un autre côté, il va quand même être élevé par les jésuites. Bon. Écoute, ils ont découvert la quinine, hein. C'est ça. Mais Comme on l'a vu la dernière on fois. va parler pas mal de jésuites, du coup. Pas beaucoup de surprises à retrouver notre jeune Adam comme son parrain et comme son père, assistant professeur de droit, juste après son doctorat en 1768. Donc il a 20 ans, hein. Ah ouais, il passe son doctorat à 20 ans. Écoute. Ils ont pas Netflix, ça va plus vite. Voilà, dans la même université d'Ingolstadt, donc Ah oui, bon. son ascension est rapide,
peut-être un peu trop au goût de certains. À 25 ans, il se retrouve titulaire de la chaire de droit canon de l'université. Tu veux dire qu'on l'accuse de népotisme? Bah, en fait, les gens vont pas être contents. Il y a des gens qui vont dire, c'est bizarre quand même que le neveu du recteur, à 25 ans, il soit titulaire de la chaire de droit canon. Mais aussi à cause de son penchant pour les Lumières. Alors, les Lumières, les philosophes. Les philosophes des Lumières. Ah, juste, ils regardent pas des bougies. Non, il a un vrai penchant pour la philosophie des Lumières. C'est un humaniste. Et donc, bon, il y a des gens qui sont pas très très fans, notamment les jésuites. Eh ouais. Qui sont, c'est étrange, ça. Voilà. En 1775, il devient doyen de la faculté de droit. Il a 75, donc il a quel âge? Bah, il a 27 ans quand même. Ouais, bah, pour être doyen, c'est bien. C'est bien, 27 ans doyen. Donc, il est très très marqué par ces questions de progrès social. Et il aime beaucoup en discuter ouvertement, à la fois avec les autres professeurs. Bon, maintenant, il est doyen, donc on lui dit trop rien. Hein. Oui, c'est bien. Et ses étudiants. Ce qui va petit à petit lui inspirer un projet. Et ce projet, c'est de créer une école de l'humanité. Une école de l'humanité. Oui, voilà. En toute modestie. En toute modestie. Il est pas hyper modeste, hein. Ouais, mais en même temps, t'as 27 ans, Voilà. tu peux commencer à te dire, je suis peut-être au-dessus de la masse. Mais donc, il veut créer une école de l'humanité. Son but est assez simple, c'est de faire en sorte d'abord que chaque membre puisse obtenir la félicité vraie. Enfin, autant de félicité vraie que possible. Ok. Et ensuite, bah, il s'agira de répandre l'ensemble de cette félicité au reste de l'humanité. C'est un perfectionniste. Enfin, ou un perfectionnabiliste. Enfin, en gros, il pense qu'on peut améliorer l'être humain. Ce qui est... Ouais, peut-être. Voilà. En tout cas, pour lui, cette félicité vraie, donc ce bonheur, s'atteint surtout par l'introspection et la réflexion. La méditation, quoi. Bah, et puis la réflexion, mais ce qui est important pour lui, c'est qu'il peut pas être atteint tout seul. C'est que la solidarité a un rôle important dans le développement de tous. Par exemple, dans son projet d'école, chaque membre doit fournir un inventaire de sa bibliothèque et ouvrir sa bibliothèque à tout le monde, à tous les autres membres. Ça, c'est Napster, quoi. C'est le peer-to-peer de l'époque. Et pour progresser, il faut aussi passer par la critique, donc on doit aller rechercher, on doit confier ses doutes, ses états d'âme au groupe pour profiter de l'aide de tout le monde. Donc vraiment, pour lui, l'idée du perfectionnement de l'humanité, c'est à la fois individuel, mais ce perfectionnement, il se fait par le groupe. Donc, ce qui va être hyper important, c'est la transparence. Oui, du coup. Pour que les autres puissent te critiquer. Exactement. Et donc, tous les membres vont être poussés vraiment à partager leurs réflexions. Alors, ça rappelle d'autres... Ouais, j'allais dire, ça fait un petit peu secte et tout. Genre, vas-y, donne-nous tes pires secrets. C'était voilà. laquelle, là, qui disait... C'était le... Jones, non? Non, c'était les mecs qui se castraient. Et qui sont partis pour Sirius. Le nom m'échappe, là, mais voilà, vous le retrouverez assez facilement. Son école, elle est pas très structurée encore, mais on sent deux choses. Un, la volonté d'illuminer l'humanité. Donc, on s'appuie sur les lumières. Ouais, et puis de l'illuminer de sa félicité vraie. Exactement. Et pour ça, on commence par les universitaires. Ok. En se disant, c'est eux qui vont être le fer de lance de cette révolution des esprits. Bah déjà, ils savent lire et écrire, ce qui est peut-être pas quand même le cas de tout le monde. Alors bah ouais, quand tu dis partager la bibliothèque. Mais en gros, pourquoi c'est les universitaires? Parce que à l'époque, en Allemagne, l'université, c'est vraiment la fabrique des élites. Ce qui distingue l'Allemagne de la France, c'est que à ce moment-là, en tout cas, c'est non seulement des élites intellectuelles, comme en France, mais en France, si tu veux, les élites intellectuelles, on a tendance à les cantonner à un rôle intellectuel. Tandis qu'en Allemagne, bah, ces universités, elles vont aussi former tous les hauts administrateurs. Bah, un peu sur le modèle anglais, en fait, avec Cambridge et Oxford. Voilà, c'est ça. Et donc, en fait, si tu veux, les gens qui sortent de l'université vont aller infuser toute la société et pas juste le champ savant. Donc, c'est pour ça que pour lui, c'est hyper important parce que c'est des gens, en fait, qui peuvent avoir un vrai impact sur la vie du pays. De plus, bon, on est en Bavière. Bavière, terre catholique. Terre catholique dans un pays protestant.
là où les plaies de la guerre de 30 ans entre catholiques et protestants ne seront pas tout à fait refermées. En même temps, c'était une guerre calme. Tu vois, Oui. il n'y a pas eu trop de massacres et tout. Donc, bon. Et en fait, Ingolstadt, si tu veux précisément, ça a vraiment été pensé comme un bastion des jésuites à l'époque Mm-hmm. pour former les gens qui vont recatholiciser le pays. Ah ouais, donc ils ont vraiment pas fini la guerre, quoi. Les mecs, ils Bah, sont... en fait, la guerre est finie, les jésuites, on va en reparler, hein, les jésuites, en fait, ils ont, à partir du XVIe siècle, pris un monopole sur l'enseignement religieux, quasiment. Mais à partir de 1750, ils perdent beaucoup de leur pouvoir. Suite à plusieurs histoires un peu troubles, notamment plusieurs régicides. Tentatives de régicide, notamment au Portugal. Oui, bah ça arrive, je veux dire. Alors, quand je dis ils perdent un peu de leur superbe, en 1762, ils sont condamnés par le Parlement de Paris. Ils se font pas... En 1764, ils sont dissous en France. Et la pression va continuer à monter. Et en 1773, le pape Clément interdit l'ordre. Ah ouais, je croyais qu'ils étaient excommuniés, maintenant il les interdit. Ils sont dissous, ils seront remis en place plus tard. Ils seront désinterdits. C'est ça, ils seront ressous, j'imagine. Donc, en fait, les jésuites sont... Alors, l'ordre est dissous, mais les gens, enfin, ils restent Oui, des jésuites. Ils restent des jésuites. Mais on est à un moment où il y a une place à prendre dans les universités catholiques. Hmm. Comme les éléments les plus réactionnaires et organisés sont temporairement mis hors combat, on pourrait croire pour Weishaupt que c'est une aubaine. Ouais, c'est le moment de remplacer C'est ça. les... Alors lui, il pense au contraire que peut-être, mais en fait, ça va forcer les jésuites et tous ces forces contre-révolutionnaires. Alors, enfin, pas contre-révolutionnaires en Allemagne, mais réactionnaires en tout cas, traditionnalistes, à se cacher et avancer dans l'ombre. Ce qui les rend plus dangereux. Ah, parce que lui, les sociétés secrètes dans l'ombre, il en a peur, en fait. Bah, c'est ça. Donc, il perçoit notamment ce danger quand il a plusieurs de ses étudiants qui finissent par un peu l'abandonner pour aller rejoindre la Société des Rose-Croix d'Or, qui prône le mysticisme et l'alchimie. Oui, bah des Rose-Croix, quoi. Bref, pas du tout la connaissance telle que le conçoit Weishaupt. Lui, il est pas du tout dans le mysticisme. Hein. Non, lui, il est très justement esprit des Lumières, la science, la philosophie, mais Descartes, pas. je pense. C'est ça, mais pas du tout l'alchimie. Pour contrer tout ça, il va aussi choisir le secret. Et le 1er mai 1776, il va fonder l'ordre des Illuminaten sous le nom de Spartacus. Spartacus, il a bon dos quand même. Hein. Vraiment, on le récupère à toutes les sauces. Et en fait, ce qui est étrange, c'est qu'il va complètement calquer son ordre sur l'ordre de ses ennemis. La Rose-Croix adorée, là? Non, les jésuites. Si tu veux, Spartacus, il est nommé... En fait, il se nomme général. Ok. Comme Ignace de Loyola, qui est le fondateur des jésuites. Et le chef des jésuites est un général. Les nouveaux entrants dans son ordre sont appelés, comme chez ses ennemis, des novices. Oui, bon, cela dit, s'ils sont nouveaux, ils sont novices, quoi. En fait, très clairement, il calque son organisation pour créer une organisation, un shadow cabinet, enfin tu vois, un truc en miroir pour contrer les attaques des anti-lumières. Et lui, Weishaupt, il se voit vraiment comme l'esclave des pensées archaïques qui a brisé ses chaînes, qui a été esclave de l'éducation jésuite, il a réussi à en sortir et il va embrasser donc le perfectibilisme. En fait, l'idée qu'il y a derrière tout ça, quand même, c'est que si on se dit l'homme peut aller vers la perfection, ça veut dire que la perfection n'est pas réservée qu'à Dieu. Ah, et là, on n'est pas loin de l'hérésie, quand même. Ouais, voilà. Bref, à ce moment-là, se lance la guerre de l'université. Il a créé son ordre, donc les Illuminaten. Ses bases sont posées. Maintenant, le problème, c'est qu'il va falloir convaincre. Bah, après, le recteur, c'est toujours son oncle. Oui, parrain. mais il faut emmener des gens, quoi. Ouais, c'est ça, il faut des troupes. Faut des troupes. Là encore, il va être aidé un peu par le contexte, parce qu'on est dans un contexte bizarrement de tension religieuse, encore. Notamment parce que plusieurs princes protestants on montre pour le peuple un peu trop d'amitié, ou en tout cas de complaisance envers le pape. Ouais. Et on se dit, ils sont pas assez protestants. Notamment Gustave III de Suède, qui est normalement l'archétype du despote éclairé, mais qu'on chope à participer à une messe catholique. Comment hostile. Donc en fait, on a une sorte de
peur de ce qu'on appelle les crypto-catholiques. Oui. Ok, ouais. Le peuple, en fait, a peur d'être trahi par ses élites et que ces élites retournent vers le pape. Comme Cromwell et ses potes, cela dit. Oui, c'est ça. Et cette peur, elle est très présente aussi dans les puissantes loges maçonniques allemandes. Donc ça, donc les maçons allemands sont chrétiens, parce que je suppose qu'à l'époque, ils sont encore tous chrétiens quand même, mais pas cathos. Non. Ok. Elles ont d'ailleurs subi plusieurs vagues de scandales et de dissensions, ces loges, ce qui les a poussées vers une doctrine qui est une doctrine de stricte observance, ce qui est une sorte de retour vers l'idéal chrétien de noblesse et l'imagerie templière. C'est-à-dire que à un moment, c'est un peu trop dit... Bon, les francs-maçons, ils sont là pour faire des affaires et faire des partouzes. Donc, il y a eu des scandales financiers, des choses comme ça. Donc là, ils se retournent. Non, by the book. On est là pour on est les héritiers des Templiers. Voilà. Oui, la pierre carrée, le compas, tout ça. Quoi. Ouais. Donc, on va pousser les Templiers, mais d'un autre côté, comme on pousse les Templiers, c'est quand même un ordre religieux. Oui, et catho. Et donc, il y a pas mal de maçons qui sont en train de dire, mais dis donc, pousser cet aspect très chrétien de la franc-maçonnerie, est-ce que c'est pas un moyen pour les catholiques de gagner en influence au sein des loges? On est dans un moment où tout le monde se méfie un peu de tout le monde. Mais en secret, c'est-à-dire que quand ils se voient dans la rue, ils disent « Oh, bonjour, monsieur machin. » Oui, bah oui, bonjour. Puis, mais ensuite, derrière, ils se font des poignées de main secrètes et tout. C'est ça. Et c'est dans ce contexte que Weishaupt va devenir franc-maçon. Mm-hmm. Il n'était pas avant. Non, en 1777, donc juste après avoir créé son ordre. Pour brouiller les pistes. Alors, justement, ça peut paraître bizarre de prime abord parce que l'idéal templier, c'est pas vraiment l'idéal des Lumières. Non. c'est pas tout à fait pareil. Mais en fait, c'est moins bizarre quand on pense que Spartacus, il veut aller combattre l'ennemi jésuite partout. Il veut pas lui laisser une once de territoire. Partout où il peut y avoir des jésuites, lui, il faut qu'il soit là. Et donc, ça veut dire qu'il va aussi le combattre au sein des sociétés à secret. Ok, d'accord. Et on peut être jésuite et franc-maçon. Alors, je sais pas, à ce moment-là, je sais qu'il y a une bulle que le pape a fulminée, je sais plus quel pape, mais qui, globalement, excommunie les francs-maçons. Ouais, alors, tu peux pas être prêtre et franc-maçon, parce qu'il y en a encore un qui s'est fait virer il y a pas longtemps. Tu peux pas être catholique et franc-maçon. Ah ouais? Il y a une bulle du pape qui, quand c'était, parce que là, on est quand même, tu vois, 1777, les francs-maçons ont pas encore, Ouais, ils ont un peu de pouvoir, mais oui, c'est pas... Enfin, c'est pas encore un truc très, très démocratisé. Enfin, il y en a quand même une... Fin 1780, je crois qu'ils sont 20 000 en Allemagne. Ouais, quand même. Ouais, puis en France, en Amérique, il y en a plein. Ouais. Mais finalement, tu vois, on commence à poser un peu les premières bases du complot. Hein. Parce qu'on commence à parler de subversion, de subversion d'institutions en place, quoi. Oui, d'infiltration. Exactement. Et de plusieurs, c'est du méta secret, quoi. Parce que ils rentrent dans des sociétés secrètes, mais en faisant partie d'une société encore plus secrète. Exactement. Le but, vraiment, pour lui, c'est de laisser aucune chance aux réactionnaires. Et pour ça, il veut agir au plus tôt et au plus vite. Donc, il va mettre fortement l'accent sur le recrutement des étudiants, notamment par leurs professeurs, en misant sur le fait que ces étudiants, ils vont obtenir plus tard des positions importantes. Mmh. Alors en fait, là, tu commences à dire, mais mec, comment tu réfléchis? Parce que c'est un peu bizarre, en fait, de dire, la menace, elle est maintenant, mais on va quand même recruter des gens pour qu'ils soient plus tard. utiles beaucoup plus tard. Bizarrement, ça fonctionne pas très très bien, quoi. Ouais, il y a un décalage, quoi. Et bon, en 1778, le puissant ordre des Illuminaten compte quand même une dizaine de membres. On peut faire une équipe de foot. Mais Weishaupt va continuer à mûrir son projet et son organisation. Donc là, il va commencer à penser à ce qu'il y a vraiment, donc à théoriser un culte à mystère qui se base sur les mystères de l'Antiquité. Donc en l'occurrence, c'est les mystères d'Éleusis. Qui sont, mais alors, genre, il fait ça pour que ça soit plus attirant? Ouais, et puis pour structurer un peu comment ça se passe, parce qu'on est 10, donc il faut... Exactement. Au centre de tout ça, il va théoriser l'importance du secret. Alors, le secret, pour lui, il a deux avantages. D'abord, il permet une organisation plus résiliente. Mmh. Donc, s'il y a des problèmes, si t'as des gens qui tombent, ils font pas tomber tout le reste de l'édifice. Mais pour lui, en plus, le secret, il a un autre avantage. C'est que le secret, c'est attirant.
Et en même temps, il est prof, il voit des étudiants tout le temps, il sait que les jeunes, c'est ce qui leur plaît, quoi. Bah ouais, c'est ça, c'est que, en fait, le fait de dire à des gens, il y a des choses secrètes, et si vous faites bien les choses, vous allez en être les dépositaires, ça donne une certaine impression de puissance, et c'est quand même assez bien pour recruter. Ouais, oui. Ça donc, et la drogue. c'est ça. Et le sexe, peut-être. Il faut, maintenant, du coup, mettre vraiment le paquet sur le recrutement, parce que bon, parce que 10, on peut pas changer le monde. On verra ensuite pour comment s'organiser. C'est pas grave. Parce qu'en face, les réacs ne chôment pas. Donc lui, il va se faire de plus en plus pressant avec les premiers membres. On dirait, allez, recruter, ce qui colle pas tout à fait avec les vertus des intéressés. Et la félicité. Mais bon, nécessité fait loi, il va multiplier les lettres, il pousse, mais ça marche pas très bien. Weishaupt va alors organiser des visites dans chacune des préfectures de l'ordre naissant. Ils sont un peu plus nombreux, là, ils sont une 15-20, donc il commence à avoir des gens un peu ailleurs d'Ingolstadt, donc ils font des préfectures. Pour s'assurer que tout avance, il remanie un petit peu la hiérarchie en fonction de ce qu'il voit et tout ça. Mais derrière, il y a toujours le même dilemme. Est-ce qu'il doit prioriser des gens bien nés qu'il pourra modeler au cours des années de l'apprentissage, ou choisir des gens influents mais du coup moins éducables. Oui, parce que déjà éduqués, en fait. Et en fait, la réponse à cette question ne va pas venir de Spartacus, mais d'un de ses lieutenants, Adolf Freier von Knigge. Voilà, alors, le baron von Knigge... Ah, il est baron, lui aussi. Quand il y a un von chez les Allemands, c'est de la noblesse. Hein. Donc le baron von Knigge, il a attiré le regard de Weishaupt par sa participation à différents cercles initiatiques. Il est franc-maçon depuis 1772 et en 1780, il rejoint l'ordre des Illuminaten où il devient philo. Philo. C'est un titre. Non, c'est son nom. Ah, c'est son nom, d'accord. Ah oui, comme l'autre s'appelle Spartacus. Oui. Ouais, voilà. Oui, c'est son nom de code. C'est son nom de code. On verra pour les titres un peu plus tard. Knigge, il va lui très très bien saisir l'intérêt des loges maçonniques. Et il va vraiment modifier en profondeur le projet de Spartacus pour s'en servir. Parce qu'on en a parlé, Weishaupt, lui, ce qu'il voit dans les loges, c'est une sorte de place publique où il peut exprimer ses idées et convaincre. Knigge, lui, va aller beaucoup, beaucoup plus loin. Parce que pour lui, en fait, les loges, c'est un endroit où le tri a déjà été fait. Tu vois, on a déjà fait un travail de recrutement, on a déjà fait un travail de tri. Et donc, lui, ce qu'il propose et ce qu'il veut mettre en place, c'est de placer des membres des Illuminaten au poste de direction stratégique des loges maçonniques pour pouvoir choisir et recruter pour les Illuminaten les gens les plus prometteurs. Et comme les francs-maçons ont une tendance à bien aimer aussi ce qui est secret et... Voilà, donc son idée, c'est vraiment de parasiter, de devenir un vrai parasite collé sur les loges pour profiter de leur travail en les orientant dans la direction voulue. Ah ouais, mais limite les phagocytés, quoi. Alors pas forcément les phagocytés, c'est-à-dire pas prendre le pas sur les loges, mais justement diriger les loges de l'intérieur, toujours en gardant le secret, quoi. Ouais, d'accord. Donc il dirige les loges de l'intérieur pour que finalement les maçons planchent sur ces histoires de félicité vraie. Voilà. Et pour recruter ceux qui valent le coup. Ah ouais, d'accord. J'avais cru comprendre que le but c'était qu'ils soient illuminés un peu à l'insu de leur plein gré, quoi. En partie, mais c'est là où il va falloir recruter les bonnes personnes qui seront influentes et tout ça. En quelques mois, Knigge, il va amener 500 membres. Il est effectivement beaucoup plus efficace. Donc en 1778, ils étaient 23, nos Illuminati. Entre 1780 et 1785, ils vont ajouter 1200 membres. Donc 40% font partie d'une loge. De la même loge? Non, d'une loge maçonnique. D'une loge maçonnique. Si tu regardes un peu la sociologie des Illuminaten, on va trouver pour près de la moitié des fonctionnaires civils. Oui, en fait, l'ordre est en fait en train de vraiment de pénétrer le cœur de l'administration. Le deep state. C'est ça. Pour achever de convaincre les francs-maçons, Knigge, il va commencer vraiment à structurer l'ordre et à le faire de façon lisible pour les francs-maçons. Donc, depuis presque l'école de l'humanité, il existe une première classe qui s'appelle la pépinière. Au sein des Illuminati. Cette pépinière se divise en 3 grades. Donc on a le premier grade qui est le grade de novice, qui est un terme utilisé dans beaucoup de sociétés secrètes. Mais ensuite, on va avoir le grade de Minerval, puis celui d'Illuminatus Minor.
Ok. Voilà. Minerval, c'est un rapport avec Minerve ou... Oui. Ouais. C'est donc le moment où on prend conscience de toutes les obligations qui vont avec l'illumination, mais sans vraiment savoir en quoi consiste l'ordre. Parce que voilà, on dit il y a plein de secrets, mais bon. Mais on ne peut pas te les donner tout de suite parce que tu comprends. Sinon... Il faut d'abord ça. Voilà. Donc maître mot, silence et secret, mais aussi une transparence totale pour ses supérieurs. En fait, on va demander aux supérieurs de remplir sur sur les gens qui recrutent des tableaux qui sont destinés aux archives de l'ordre, dans lequel tu vas avoir l'état civil, mais aussi les amis, les ennemis, les lectures, les points forts, les points faibles. Tu vas reconnaître tout du mec qui rentre, mais aussi tout de sa famille. Ah ouais, faut avoir confiance quand même quand tu rentres là-dedans. Bah après, tu dis, bah voilà, mes amis, mes ennemis, bon, c'est... Ouais, cela dit, Google, c'est tout de mes amis, de mes Oui, ennemis, voilà. et voilà, je lui fais confiance. Comme si ça suffisait pas. Bah, une fois qu'on a eu toutes ces infos, le novice doit rendre compte tous les mois de toutes ses activités sociales. C'est chaud. Bah, il faut y croire, quoi. Ça se mérite, L'illumination, cela dit, ça se mérite, effectivement. Voilà. Donc Knigge, lui, donc cette première classe, elle existe depuis quasiment le début, et Knigge, lui, va créer une deuxième classe, qui va calquer complètement sur les hauts grades maçonniques. La structure, elle est divisée en 3 grades. Le premier, c'est franc-maçon. Effectivement. Voilà. Puis ensuite, tu peux devenir Illuminatus Major, puis Illuminatus Dirigens. Ah ouais, dirigeant. Voilà. Donc là, il y a plus aucun doute. En fait, la formation de la franc-maçonnerie est complètement intégrée à l'ordre. En fait, tu vois, c'est un truc normal, quoi. D'ailleurs, ça fait vraiment parasite, en fait, comme les parasites sur les animaux, quoi. Oui, c'est ça. Et d'ailleurs, cette deuxième classe, la première c'était la pépinière, la deuxième, elle s'appelle franc-maçonnerie. Pourquoi se faire chier de trouver des noms alors qu'ils existent déjà? Voilà, parce que j'allais dire qu'il est pas très original quand même. Bah, non, en fait, l'idée, elle est hyper claire, elle est hyper limpide. C'est on crée une structure qui se superpose à la structure maçonnique. Ça va, tu vois, même attirer des loges entières parfois. De gens qui disent ah mais il y a encore des trucs au-dessus à connaître. Ouais, cool, allez. Cool, il y a encore des grades au-dessus. Parce que pour les plus méritants, on peut découvrir une troisième classe. Parce qu'on peut pas vraiment faire trop simple. Cette troisième classe, elle est découpée en petits mystères. Où t'as les grades de prêtre et de prince. Et les grands mystères où t'as les grades de mage et de roi. Ah, on arrive à des mages quand même, à un moment donné. Voilà. Bon. Et au-dessus, il y a l'aéropage, qui est l'organe dirigeant de l'ordre. Bien sûr. Avec le général. Spartacus. Du coup. Là où on peut vraiment se rendre compte de à quel point Knigge en maçonnerie, c'est que si tu regardes la répartition des classes, si Weishaupt, lui, est parti vraiment dans un projet d'école de l'humanité où tu prends la formation et tout ça, bah, tu te rends compte que très vite, la deuxième classe est 3 fois plus nombreuse que la première. Donc, au-dessus de la franc-maçonnerie, est 3 fois plus nombreuse que la pépinière. C'est ça. Et donc, alors que normalement, tu penses à une pyramide. Mais oui, en fait, non, parce que tu prends directement les gens au grade de franc-maçon. Ah ouais? Bah oui. Ils ont déjà eu les bases. Bah oui, parce que c'est là que tu les recrutes. Et 90% de la seconde classe, ils sont au rang de franc-maçon. Oui. Oui. Ils Donc, sont voilà. déjà francs-maçons, mais donc ils sont francs-maçons au carré. C'est ça. Comme à chaque fois que les choses commencent à bien se passer dans ce genre de mouvement, oui. Bah, il va y avoir une engueulade au sommet, hein. Et les aéropagites vont discuter de comment est-ce qu'on peut virer Weishaupt. Parce qu'ils ont l'impression qu'ils sont pas récompensés de... Puis l'école de l'humanité, la félicité vraie, tout ça, c'est sympa, voilà, mais ça permet pas de bouffer. Mais bon. Bref, dans notre ordre, ça s'engueule. Le baron Knigge va lui quitter l'ordre en 1783, mais ce n'est pas la perte de cette cheville ouvrière qui va précipiter les malheurs de notre secte d'illuminés. C'est plutôt un coup de foudre. Un coup de foudre. Amoureux ? Un coup de foudre. Le 20 juillet 1785, Weishaupt et un ami, le père Lantz, alias Socrate, se chevauchent côte à côte. Lantz, il est en train de partir en mission pour l'ordre, et c'est entre eux que se passe l'improbable. Que nous arrive-t-il ? Le coup de foudre. Littéralement. Le père Lantz est tué sur le coup. Ah, alors ils se prennent un coup de... Ouais, d'accord, ils se prennent la foudre. Moi, j'ai cru qu'à un moment donné, tu vois, au bord du feu, ils se regardent, ils se touchent la main. Il prend vraiment la foudre sur la gueule. Weishaupt est à côté, il est blessé et il s'en sort de peu. C'est le risque des casques à pointe. Voilà. Le curé du coin vient récupérer le corps pour s'en occuper.
Et en fait, il va retrouver dans ses affaires les lettres de mission de Socrate, ce qui va révéler l'ordre au grand jour. Ah, parce qu'ils avaient quand même réussi à rester secrets. Plus ou moins, ouais. Parce que à ce moment-là, on sait qu'ils existent à peu près, mais ils restent très secrets. On n'arrive pas trop à savoir qui ils sont. Mais alors, ils ont fait quoi? Parce que à part se réunir et inventer des noms. C'est comme les francs-maçons. Enfin, tu vois, ils ont. Ah oui, mais donc ils ont pas. Non, ils sont mal vus juste parce qu'ils sont secrets, quoi. Ouais, juste parce qu'ils existent. Et que, bizarrement, les ennemis réactionnaires se laissent pas vraiment faire. Hein. Oui. Dès 1781, un ancien jésuite va dénoncer les frères de Judas qui préparent l'avènement de l'Antéchrist. Pas de demi-mesure, quoi. Genre, on y va cash. Il y a pas de problème. Du côté de la politique, le problème, c'est que les Illuminati sont aussi déplacés vers Vienne, où ils prospèrent pendant un moment sous Joseph II, parce que on sort tout juste de la guerre de la pomme de terre. J'allais dire oui, parce que c'est vrai que les Bavarois, ils aiment pas les Autrichiens. Enfin, sauf les petits moustachus nerveux, quoi. Non, mais donc c'est vraiment la guerre de la pomme de terre. La guerre de la pomme de terre, qui est la guerre de succession de Bavière entre les Prussiens et les Habsbourg. Hein. Ah ouais, c'est même pas une espèce de révolte paysanne de merde, non, c'est... Non, on parle à un moment parce que les Bavarois ont piétiné les champs de pommes de terre. Enfin, bref. Il faut des raisons pour faire la guerre. Personne ne sait pas vraiment pourquoi ça s'appelle la guerre de la pomme de terre, mais la Kartoffeln, je sais plus quoi, vert, Kartoffeln vert, je crois, c'est comme ça. Et on est à un moment quand même où l'empereur imagine d'échanger la Belgique avec la Bavière. Pour de la bière tous les deux. Ben non, mais la Belgique appartient aux Habsbourg, mais elle est protestante. La Bavière appartient à l'Empire, mais elle est catholique. Il dit bon, je veux dire, ça va. À un moment, tu vois, ce serait raccord que nous on prenne la Belgique protestante chez les protestants et que vous récupériez la Bavière catholique chez les catholiques, quoi. Chez les Habsbourg, ils sont toujours catholiques. Ouais. Roi d'Espagne, tout ça, quoi. Oui, c'est vrai qu'on est encore à cette... Donc, naturellement, très vite, les Illuminati vont être dépeints comme des agents des Habsbourg. Et fin 1783 sont imprimés les premiers pamphlets ouvertement dirigés contre l'ordre, dont sur la franc-maçonnerie principalement en Bavière, premier avertissement. Il y en aura pas 3. Les autorités bavaroises interdisent la création de toute nouvelle société. Secrète ? En même temps, elles sont secrètes. Et à la surprise générale, vraiment personne s'y attendait. Il y avait des ambassadeurs qui témoignent de ça. Le 2 mars 1785, les Illuminatons donc sont purement interdits. Ah ouais. En Bavière, voilà. Donc, mais en même temps, est-ce que c'est comme quand le gouvernement dissout Génération Identitaire? Alors, ils disent bon, c'est dissous. Oui, mais tu peux comprendre que en fait, t'es dans un contexte où t'es officiellement dissous, donc il faut faire profil bas, et que à ce moment-là, quand on récupère une lettre de mission, de l'ordre, machin, c'est finalement... Ils ont pas accepté de se laisser dissoudre, quoi. Voilà, mais du coup, ça va faire une réaction en chaîne, et la première réaction, c'est la perquisition dans le château d'un allié de Spartacus. Je sais plus, j'ai pas noté le nom, mais bon. Où l'on retrouve une partie des archives secrètes de l'ordre. Ah, donc les trucs, genre toute ta famille et tout. Voilà, exactement. La bonne idée qu'ils ont eue à ce moment-là. Et ça va bien servir aux enquêtes. Mais pas que. Bah oui, parce que on va aussi se servir de ces archives pour exposer tous les secrets de l'ordre au grand public. Parce que sous le titre génial de « Écrits originaux concernant la secte des Illuminés en général et en particulier son fondateur Adam Weishaupt, ci-devant professeur à Ingolstadt, découvert lors de la visite domiciliaire faite au château de Sandersdorf, résidence du baron Bassus et repère connu des Illuminés, imprimé à Munich en 1785 par ordre suprême de son Altesse électorale et déposé aux archives secrètes pour les communiquer à quiconque désirera en prendre connaissance. » Pu trouver plus court comme titre. Voilà. Alors, en général, on dit écrits originaux. Ouais. Mais ce qu'on va faire, c'est que, en fait, on va reprendre toute cette correspondance et ces documents qu'on a récupérés. On va les remettre un petit peu en ordre. Ouais, on va un peu caviarder le truc. Non, pas forcément caviarder, mais en fait, si tu choisis bien l'ordre tu peux construire un récit.
Et tu vas les organiser pour faire une sorte de pamphlet pour montrer à quel... C'est une sorte de protocole des sages des Sions, si tu veux, mais qui est vraiment basé sur des lettres qu'on a retrouvées. Parce que pour le coup... Oui, mais comme ça, c'est un montage, quoi. Ils ont fait un... Ouais, mais il y a pas forcément... C'est pas forcément des fausses lettres. Non, pas des fausses lettres, mais tu vois, genre, si tu nous écoutes avec tous les mots qu'on a dit, on doit pouvoir nous faire dire n'importe quoi. C'est ça. Et en fait, il commence par une lettre, si tu veux, où t'as Spartacus qui dit à la fois que c'est le sauveur de l'humanité et qu'il est temps de forger une humanité nouvelle, et qu'il faut recruter à tout prix, quoi. Ouais. Globalement, tu rentres très très bien dans le complot, quoi. Mais il rajoute aussi des documents qui sont authentiques, mais qui n'ont pas vraiment à voir avec l'ordre. Par exemple, dans ces lettres qui sont ajoutées, on va trouver le mode d'emploi pour fabriquer certains poisons. Voilà. Hop. Et puis tu laisses après les gens relier les points. Et une recette abortive. Ça peut servir. Voilà, ça montre bien l'aspect moral de l'ordre. Et puis on va y ajouter une liste des personnalités. Qui sont vraiment tous Illuminaton ou c'est des mecs dont on a envie de se débarrasser? Bah non, c'est les mecs qu'on a retrouvés dans les archives, quoi. Oui, non, mais ils en rajoutent pas, des mecs qu'on a demandé. Non, ils en rajoutent pas pour le coup. C'est vraiment la merde, et on a les noms de tout le monde. Oui, pour une organisation secrète, c'est quand même pourri. C'est quand même pourri. Ils sont recherchés en Bavière. Certains vont faire le choix de rester pour continuer le travail. Weishaupt, lui, va fuir. Courageusement. À Gotha, en se plaçant sous la protection du duc Ernest II von Saxe-Gotha-Altenburg, alias Timoléon. Timoléon. Oui. Mais donc il est de la famille de la reine d'Angleterre. Sûrement. Enfin du roi maintenant, mais. Sûrement, il est c'est un Saxe-Gotha. Où en gros, lui, il se dit bon bah maintenant je vais écrire. Et donc il va écrire plein de bouquins sur sa philosophie, sur comment il voit les choses. Il va écrire énormément de trucs pendant 30 ans. Toujours en restant chez Gotha. Ouais, c'est ça. Chez le mec. Bah, je peux plus sortir, sinon je me fais tuer, donc. Donc je vais écrire. À la fois, on va avoir une pression très forte sur les membres de la secte, mais aussi parmi les nouveaux, les non complètement initiés, on va vraiment pouvoir commencer à poser des questions, parce que comme les mystères de l'ordre sont révélés, ils ne correspondent pas forcément à ceux qu'on leur avait fait miroiter. Donc, ils peuvent se poser la question, mais c'est vraiment pour ça que j'ai adhéré à cet ordre? Ah oui, c'est pour ça qu'on s'est fait engager. Ah oui, parce qu'ils avaient pas tout eu encore. Bah non. Hey. Donc déjà tous les secrets sont exposés, donc finalement t'as plus le côté découverte attirant, et ça correspond pas forcément à tout ce qu'on leur a dit, quoi, ou tout ce qu'ils espéraient. Moi j'étais venu pour jouer à la coinche, je comprends pas. Et du coup certains qui vont faire un rejet très violent. Par exemple, on en a un qui dira que toutes les associations secrètes soient interdites, qu'importe ce qu'il en résultera. Ça c'est Goethe qui écrit ça. Parce que Goethe, il a été Illuminaton? Oui, Goethe, il a été Illuminaton. Je pense que c'est à peu près le plus connu. Oui. Enfin, en même temps, en Allemagne, à cette époque-là, Goethe, c'est que... Ouais, à part Goethe, il y en a pas beaucoup qui sont connus. Mais ouais. Ouais, et puis là, tu touches au sacré, hein. Mais du coup, lui, il est pas très content. C'est assez compliqué de distinguer aussi ce qui relève d'une vraie colère et aussi d'une petite façon de dire... non, mais je savais pas, on m'a trompé. Voilà, je suis contre. Exactement. Bon, il va y avoir quand même des tentatives d'exporter le mouvement en se disant merde, on est sous pression en Bavière, le reste de l'Allemagne c'est compliqué, donc on va essayer en France, on va essayer en Italie. À un moment, ils vont même envoyer des lettres aux Américains en disant alors si on pouvait avoir une petite parcelle dans votre grand truc là. Alors les Américains au début disent oui, jusqu'à ce que les mecs disent et puis ce serait une parcelle dans laquelle nous on se gouvernerait, vous auriez pas le droit d'intervenir. Bah non. Ouais, non, c'est mort ça. Ça marche pas comme ça. Alors, est-ce qu'on peut infiltrer votre franc-maçonnerie? Non plus. Donc, finalement, petit à petit, les membres vont se détourner de l'illuminatisme pour certains rejoindre d'autres mouvements réformistes qui sont en train de monter en Allemagne, comme et dans le reste de l'Europe d'ailleurs, en Autriche aussi, comme notamment le jacobinisme, qui va prôner les idéaux républicains français. Donc finalement, ce mouvement des Illuminatons, il aura duré moins d'une décennie. Mais il y en aura eu 1200, quoi. Voilà, c'est moins d'une décennie, il y a 200 ans, et sans qu'on puisse vraiment lui trouver un impact majeur. Oui, parce qu'ils ont rien fait, en fait. À part faire des réunions secrètes et tout, ils ont... Enfin, il y en a aucun qui est devenu ministre ou... Bah, il y a Goethe un peu, mais...
Ouais. Après, quoi. Mais bon. Ouais. On n'arrive pas à trouver un truc... Oui, il y a pas d'enfants mangés, là. Il y a pas Non. Alors, du coup, c'est un peu bizarre, quoi. Oui, Comment et pourquoi ces Illuminatons sont devenus aujourd'hui... Enfin, aujourd'hui, c'est un truc qui parle à tout le monde, quoi. Alors qu'on parle de 2000 mecs il y a 200 ans pendant 10 ans, quoi. En Bavière. Ouais. En plus. En Bavière. D'ailleurs, on appelle ça généralement en français, mais on va le voir, les Illuminés de Bavière. Parce que c'est en France que l'histoire va prendre son ampleur, et là encore, tout va venir de la lutte avec les Jésuites. C'est vrai qu'on n'a pas reparlé de eux. En 1788, un bouquin paraît qui s'appelle « Les Jésuites chassés de la maçonnerie et leurs poignards brisés par les maçons ». On a vraiment un truc avec les bouquins, les titres chocs. En gros, l'idée, c'est de dire que la franc-maçonnerie est en fait dirigée par les jésuites en sous-main. Et ça se base sur l'interprétation de certaines gravures d'imagerie. Des gravures franc-maçonnes et ils ont dit « Ah, ça veut dire ça ». Exactement. Ah, là, tu vois, en fait, il y a un G qui est important dans la franc-maçonnerie parce que ça sera affaire à la géométrie, mais en fait, non, ça veut dire général, comme le chef des Illuminati. Des Illuminati. Et puis, tu vois, là, il y a 7 étoiles parce que, voilà, il y a l'aigle, par exemple, qui est tourné vers l'aigle qui tient les éclairs, qui est tourné vers le général. Ça veut dire que ils sont prêts à faire la guerre pour les jésuites. C'est comme le tarot, tu vois. C'est comme la théorie du complot, en fait. Ouais. J'avoue. En fait, mais c'est assez irréfutable. Bah, bien sûr. En même temps, toutes les preuves sont là. Il suffit de les voir. Voilà. Dès 1789, les Illuminatons deviennent les Illuminés dans la littérature française. Puis, vers 1791, vont apparaître les premiers pamphlets réactionnaires qui accusent ouvertement les francs-maçons d'avoir conspiré contre le roi et la religion. C'est à ce moment-là aussi que paraît le tombeau de Jacques de Molay. Ah! Tiens. Qui met en scène les Illuminés comme outil de la vengeance des Templiers contre le roi. Entre les Templiers qui ont été cramés au 13e, 14e, ouais. Et la Bavière du 17e. En fait, c'est tout un lien spirituel qui se fait grâce à la franc-maçonnerie, grâce à diverses sociétés secrètes qui se jouent aujourd'hui. Et du coup, ils disent c'est le moment de se venger. Bref, le tombeau de Jacques de Molay, si tu veux, en 1791, on a écrit le scénario d'Assassin's Creed Unity. Qui était pas le meilleur. Qui était pas le meilleur. Assassin's Creed. C'était marrant, mais pas le meilleur. Mais c'est quand même un peu ça. Hein. Ouais. Moi, il y a un des trucs que j'ai pas aimé dans ce truc-là, c'est que les assassins, en fait, tu sais pas vraiment de quel côté ils sont. Dans Unity. Tu sais pas si c'est des révolutionnaires ou ils sont des royalistes et ils prennent pas vraiment... Tu sens un petit peu les scénaristes qu'on fait ouf. C'est vraiment en 1797 que les choses vont se cristalliser pour les Illuminés. Va apparaître d'abord les véritables auteurs de la Révolution de France de 1789. Ah bah oui, 97, on est après, on est en pleine réaction, quoi. Globalement, on attribue la Révolution à un complot anglais qui s'appuie sur le protestantisme et la franc-maçonnerie. Le tout via Necker, qui était ministre des Finances de Louis XVI et qui était lui-même calviniste. Logique. Tout ça est pure logique. La vraie star, c'est les mémoires pour servir à l'histoire du jacobinisme de l'abbé Baruel, donc qui est lui un jésuite et qui est à ce moment-là réfugié à Londres. Oui, parce que je suppose qu'il est pas en l'amour avec les jacobins ne doit pas être parfait. Voilà. Mais en plus, il y a un truc parce que les jésuites, ils ont été globalement interdits dans plein d'endroits d'Europe, sauf en Écosse. Et qui dit Écosse dit franc-maçonnerie. Enfin. Oui, logique. Le rite écossais. Cela dit, le rite écossais, effectivement. Voilà. Dans les 5 tomes de l'histoire du jacobinisme, il va décrire globalement toute l'histoire du XVIIIe siècle, en Europe comme outre-Atlantique, pour montrer comment les philosophes des Lumières et les francs-maçons se sont unis pour y influencer le monde, et en utilisant pour ça leurs bras armés, qui sont les Illuminés, et ça dans 3 buts, détruire la religion, détruire la monarchie, détruire l'ordre social. Et pourquoi ? Parce que parce que voilà. Et si tu veux, c'est vraiment à partir de ce moment-là que le mythe des Illuminés qui influence le monde sur un terrain global va va devenir ancré. Et ancré aussi parce qu'en 1797 sort un autre livre qui s'appelle
proof of a conspiracy against all the religions and governments of Europe, carried on in the secret meeting of Freemason, Illuminati and Reading Societies de John Robinson, donc qui est un physicien anglais. On note que pour la première fois, nos Illuminatons deviennent Illuminati. Oui, c'est vrai. C'est un anglish aussi. Bah voilà, donc 1797. Et ironiquement, dans son bouquin, les Illuminati sont une sorte d'amalgame, non seulement avec les Illuminatons de Bavière, mais d'autres mouvements maçonniques radicaux. Ce bouquin, il va finir de leur donner un rayonnement mondial, puisqu'il va être repris très très vite après aux États-Unis. Pour dire, vous voyez, c'est les francs-maçons et les Illuminati qui ont fait la révolution américaine. D'ailleurs, regardez sur le billet de banque. Exactement. Et en fait, c'est à ce moment-là que se joue vraiment leur place dans le complot mondial. Donc, si tu veux, pour résumer, les Illuminati, c'est un mec un peu qui prend un peu la confiance et qui, voilà, les choses avancent et qui a une idée un peu bizarre de parasiter de la franc-maçonnerie. Ouais. Mais où finalement, ça aura marché 10 ans, quoi. Mais ça fait un peu groupe d'universitaires qui vivent que entre eux et qui, au bout d'un moment, oublient que le reste du monde existe, quoi. Ouais, et ils sont là, genre, ouais, on va faire un truc secret dans la salle F2 du département de lettres modernes. Ah ouais, super, mec. Et ouais. Donc voilà, c'était nos Illuminati et l'histoire des Illuminatons de Bavière, donc qui. Ouais, ce qui est marrant, c'est que tu me disais avant de commencer, tu vas voir, c'est un peu anticlimatique parce qu'en fait, ils ont rien fait, quoi. Ben non, ils ont rien fait. Ils ont rien accompli. Non. Ah non, par rapport à ce qu'on leur prête. Oui, même par rapport à la franc-maçonnerie, par exemple. Où oui. Là, on peut dire, bon, en France, il y a un certain nombre de lois qui sont clairement tirées de la franc-maçonnerie, la séparation de l'Église et de l'État. Sur la presse, etc. Mais eux, là, rien. Non. Ils ont créé Goethe. Voilà. Non, mais ils ont eu un petit peu d'influence à un moment en Autriche. Mais en fait, en Autriche, il y a eu Joseph II qui était un peu un taré, qui a décidé de... Même les sociétés secrètes, il faut les réformer pour qu'elles soient hiérarchisées dans l'État et tout ça. Enfin, bref. On en reparlera peut-être un jour de Joseph II. Peut-être, oui. Et B. Et donc, notre ami Hearn. Lafcadio. Lafcadio. Ouais, aujourd'hui, j'ai décidé d'ajouter un nom à notre petite collection des mecs du 19e siècle qui ont eu 25 vies. Ah. Et donc, un nom qui est dur à dire, en l'occurrence, Lafcadio Hearn. Mais, une fois n'est pas coutume, notre candidat n'a pas provoqué de massacre, ni de famine, ne s'est pas proclamé roi d'un pays éloigné et n'a arnaqué personne, a priori. C'est même plutôt une jolie histoire que je vais te raconter, mais alors qui commence pas très très bien, quand même. Donc, on va parler de Lafcadio Hearn, a.k.a. Yakumo Koizumi, de son vrai nom, Patrick Lafcadio Cassimati Charles Hearn. D'accord. Patoche. Patoche, comme son nom l'indique, tu l'auras tout de suite vu, est né d'un père anglo-irlandais protestant, ça aura son importance, chirurgien dans l'armée britannique, et d'une mère grecque, le 27 juin 1850, parce que son père est positionné sur l'île ionienne de Leucade, Lefkada en grec, d'où Lafcadio. D'accord. Qui, à l'époque, fait partie des États-Unis des îles ioniennes. C'est une des absurdités géographiques issues des guerres napoléoniennes. Pendant un moment, pas très longtemps, les îles ioniennes étaient irlandaises. Bon. Étaient sous protectorat anglais. Mais indépendant au sein d'un... Enfin, indépendant, non, mais faisait partie des États-Unis, des îles ioniennes. Bon. Donc on pourrait se dire que ça commence pas trop mal. Dans sa vie, il vit sur une île qui c'est joli, les îles ioniennes. Son père est chirurgien dans l'armée. Bon. Mais, alors déjà, l'année de sa naissance, son grand frère meurt. Ensuite, son père est envoyé dans les Caraïbes. Dans l'armée, quoi. Donc il est envoyé dans les Caraïbes et il n'a pas envie de se faire chier avec un enfant en bas âge et une femme, donc il envoie ce beau monde à Dublin, dans sa famille, à lui. Sachant que sa femme, donc grecque, est orthodoxe, analphabète et ne parle pas un mot d'anglais. Tout va bien. Tout va bien se passer. Tout va bien se passer. Donc là, le petit Patrick a un an. Rose et Patrick donc commencent à aller chez la mère chez la belle-mère, donc chez la mère du père de Patrick, Charles Hearn. Ça se passe pas du tout bien à cause de ce que je viens de dire sur le côté orthodoxe, tout ça, alors que la mère est protestante, convaincue, machin. Donc on les renvoie. On leur dit casse-toi et ils vont s'installer chez la tante
de Charles Hearn, qui a le bon goût d'être riche, veuve et catholique. Donc ça passe mieux avec les orthodoxes. Ça se passe donc un peu mieux. 1853, Lafcadio Patoche a 3 ans. Son père rentre en Irlande et il reste juste le temps d'engrosser sa femme. La mère de Lafcadio trouve que la coupe est un petit peu pleine et donc elle se barre. Elle repart en Grèce parce que voilà, au moins elle parle la langue. Avec son gamin? Non. Elle laisse Patrick chez la tante, qui est donc toujours veuve et riche. Et le deuxième? Bah, il y en a un qui est mort et puis elle oui. part avec, elle est enceinte quand elle part. Ah, d'accord, elle part enceinte. Ouais. En 1856, Charles, le père, rentre à nouveau en Irlande de Crimée, blessé et passablement traumatisé par la guerre, décide que, puisque sa femme est plus là, bah, on va annuler le mariage. On va annuler l'enfant. Alors, donc il annule le mariage, il se remarie dans la foulée avec son amour d'enfance et il se barre avec sa nouvelle femme en Inde, en laissant toujours son fils à la tante. C'est la dernière fois que Patrick verra son père, sachant qu'il ne reverra jamais non plus sa mère, à partir du moment où elle est partie en Grèce. Cool. Mais les attaches, parfois, ça te retient. Ouais, peut-être. Donc, il est chez la tante, qui est très contente d'avoir un enfant, non. Et donc, l'envoie en pension en France, dans un institut ecclésiastique, parce qu'elle trouve qu'il est quand même pas assez catho. Donc, il faudrait le recatoer un peu. Passe quelques années là-bas, il apprend le français, c'est pas mal. Ensuite, on l'envoie en pension dans un collège. Donc, il va beaucoup à la bibliothèque, il se passionne pour les mythes et légendes, notamment grecques, parce que sa mère lui manque. Mais bon, voilà. Alors qu'il a 16 ans et qu'il est donc toujours en pension en Angleterre, il se prend une balle de cricket dans l'œil gauche qui va s'infecter et donc il perd la vue de l'œil gauche. C'était la bonne époque. Ouais, c'est ça. Il semblerait que l'œil se décolore, enfin devienne blanc un peu comme ça. Il en a très honte et de toutes les photos qu'on a de lui, il est toujours de profil pour cacher. Il n'a pas un œil de verre, il a toujours son vrai œil, mais comme en plus il est myope comme une taupe, bah il voit vraiment plus rien, donc il se balade en permanence avec une loupe pour lire et une longue vue de poche pour voir de loin. Parce qu'il a peur que les lunettes le rendent encore plus myope. Bah oui. C'est le 19e siècle. On se soigne avec de la cocaïne, donc voilà. Un an plus tard, donc il a 17 ans, sa tante perd la majorité de sa fortune à cause du mec qui gère ses affaires, qui est pas complètement un arnaqueur, mais pas loin, et donc bah il y a plus d'argent pour Il avait tout mis dans les cryptos. Ouais, voilà, c'est ça. Il y a plus d'argent pour la pension et Patrick est envoyé chez l'ancienne bonne de la tante dans le East End à Londres. Alors à l'époque, le East End, c'est vraiment le quartier le plus pauvre de Londres. Et la bonne dit, bah ok, cool, mais je peux vraiment m'occuper de toi, donc tu dors là, mais voilà. Et donc pendant 2 ans, Lafcadio est plus ou moins clodo à Londres. 2 ans plus tard, la tante s'est refaite. Mais le type qui gère ses finances, qui n'a pas envie que le gamin revienne réclamer quelque chose, va généreusement lui offrir un aller simple pour New York, en lui disant, écoute, quand t'arrives à New York, tu vas à Cincinnati et tu vas voir ma sœur, vraiment, la sœur du mec, elle vit à Cincinnati avec son mec, tu vas voir, ils vont te mettre bien. Allez, salut. Donc il prend le bateau, il arrive à New York, il arrive à Cincinnati, il se pointe chez la sœur qui lui dit qui existe vraiment. Oui, qui existe vraiment, mais qui lui dit mec, je suis désolé, mais je te connais pas, donc tiens, il y a là $5, allez, casse-toi, débrouille-toi. De nouveau, il est plus ou moins clodo, mais à Cincinnati, cette fois-ci, plutôt qu'à Londres. Il fait des petits boulots, il traîne beaucoup à la bibliothèque, toujours, parce que il en a pris l'habitude. Et puis, en 1871, sa tante, enfin sa grande-tante, meurt, et l'avait nommé comme héritier. Malheureusement, le manager a trouvé le testament en premier, et donc il n'hérite de rien. Patrick, un peu dégoûté, décide de repartir à zéro. Donc déjà, il abandonne son premier prénom, il se fait appeler Lafcadio, en l'honneur de sa mère, et il repart à zéro. Comme il a beaucoup lu quand même, je l'ai dit, tous ces trucs-là, il est quand même plutôt cultivé. Et il est à l'aise avec les mots, il arrive assez vite à se faire engager comme journaliste au Cincinnati Daily Inquirer, en 1872, en pratique. Assez vite, ces articles, alors il fait surtout le fait divers, et puis... mais il le fait bien, il fait du true crime un peu bien, et puis il fait des articles sur la vie de la classe ouvrière et des populations noires. Et comme il écrit bien, et que c'est plutôt nouveau, eh ben ça fait sensation, et ça marche hyper bien.
Et puis en 1874, il se marie avec une femme noire, Mattie Follet. Or, à l'époque, c'est illégal qu'un blanc épouse une noire. Pendant 1 an, ça passe à peu près. Et puis, il y a quelques-uns de ces articles qui plaisent pas trop au clergé et aux politiciens locaux de Cincinnati. Donc, on demande à son rédacteur en chef de le saquer et il profite de ce mariage illégal pour se faire saquer. Pas de souci, Lafcadio va chez son concurrent du Cincinnati Commercial, se fait engager comme journaliste et puis, hop, en avant Gagan, c'est reparti. Quand les ventes du Cincinnati Commercial explosent, le Cincinnati Enquirer dit « Attends, c'est gouré, tu veux pas revenir ?» Lafcadio dit « Non, je ne reviens pas, allez vous faire foutre. » L'abandon, ça le connaît, donc une fois abandonner, c'est abandonner, reprendre, c'est pas possible. En 1877, il divorce de sa femme et il commence à se faire chier à Cincinnati, qu'on appelle le Paris des Amériques, et il veut se barrer. Et donc, il arrive à se faire envoyer comme correspondant à la Nouvelle-Orléans. Comme il est bilingue en français, vu qu'il a étudié en France, on se dit, allez. Et puis c'est plutôt cool comme... Alors, à l'époque, pas forcément, hein, on est en 1877. C'est avant les bananes. C'est avant les bananes, ouais. C'est 1877, la Nouvelle-Orléans, en fait, bon. C'est un marais, quoi. C'est un peu un marais, il y a des Français, bon, c'est bizarre. Et en fait, pendant 10 ans, il va travailler, donc, d'abord pour le Cincinnati Commercial, comme, correspondant, puis pour le Times Democrat, qui est un journal local, puis parce que ça marche, en fait, il commence à publier des livres, ses articles font du bruit, il va travailler pour des magazines nationaux comme le Harper's Weekly. Donc quand je dis il commence à publier des livres, parce qu'il traduit notamment des auteurs français, Maupassant, Flaubert, Zola, en anglais, et il les publie. Il va à la Nouvelle-Orléans publier un dictionnaire des proverbes créoles et un livre de cuisine créole. Et c'est le premier à le faire. Et puis, il va faire toute une série d'articles, comme il l'avait fait avant, un peu de true crime, un petit peu de voilà comment vivent les gens. Et puis, il commence à se diversifier un petit peu. Il va écrire des articles sur le bouddhisme, sur l'islam, sur le vaudou. Il est pote avec Marie Laveau, la reine du vaudou à la Nouvelle-Orléans. Il va faire son éloge funèbre aussi à Marie Laveau, mais en faisant, j'ai lu un peu de debunking sur oui, enfin la reine du vaudou, elle a pas des zombies chez elle non plus, quoi. En fait, on considère qu'il est l'un des principaux promoteurs de la réputation un peu sulfureuse de la Nouvelle-Orléans, et que sans lui, le côté magique et un peu étrange voilà, de la Nouvelle-Orléans n'aurait pas existé. Après, Louis Armstrong, c'est le mec qui a vécu là-bas, à propos de qui on a écrit le plus de livres. D'accord. Et puis c'est à la Nouvelle-Orléans qu'il découvre la culture japonaise, parce que quand je t'ai dit au début Aka, c'est qu'il y avait un lien avec le Japon quand même. En fait, il y a une exposition internationale en 1884 et il y a un pavillon japonais. Il découvre la culture japonaise et il trouve ça hyper bien. En 1887, il commence à se faire chier encore, donc il s'arrange pour se faire envoyer comme correspondant en Martinique. Il va y passer 2 ans. Il va à nouveau écrire des articles sur comment les gens vivent là-bas, les créoles, tout ça. Il va publier des bouquins, des romans notamment. Et en 1890, il est de retour à New York, il recommence à se faire chier, et donc, comme il est toujours fasciné par le Japon, il se fait envoyer là-bas comme correspondant. À peine arrivé, son contrat est annulé, mais qu'à cela ne tienne, maintenant qu'on y est, on y reste. Il décide de s'installer, et grâce à un certain Basil Hall Chamberlain, frère du Chamberlain nazi, pas du Premier ministre, du Chamberlain nazi, un Anglais qui est aussi féru de culture japonaise, au point en fait qu'il vit au Japon et qui travaille pour le gouvernement japonais. Et ce mec lui obtient un poste d'enseignant à Matsu, dans la région de Honshu. 1 an plus tard, il va se marier avec Koizumi Setsuko, qui est la fille d'une famille de samouraïs locaux, une famille un peu noble. Voilà. Avec qui il aura 4 enfants. En 1896, après avoir déménagé à Tokyo, il va prendre la nationalité japonaise et donc changer de nom pour devenir Koizumi Yakumo. Et il va enseigner la littérature anglaise à l'université impériale de Tokyo. D'accord. Ce qui est pas mal quand même. C'est marrant. Et il va mourir à Tokyo en 1904 d'une crise cardiaque. Il va être enterré à Tokyo selon les rites bouddhistes, etc. Mais en fait, ce qui est plus intéressant dans son voyage au Japon, c'est que comme à Cincinnati et à la Nouvelle-Orléans, il va s'intéresser aux gens normaux et il va les faire parler sur leurs traditions et il va collectionner
les histoires de fantômes, les petites traditions locales, les petites légendes locales, et il va en tirer un certain nombre de bouquins. Il va publier une quinzaine de bouquins au Japon sur le Japon, ce qui va permettre de faire découvrir la culture japonaise en Occident, notamment le judo et le jujitsu, parce qu'il est collègue du fondateur du judo à une époque. D'accord. Quand il travaille dans une des écoles. Et au Japon, il est révéré parce que à l'époque, on est en pleine ère Meiji, c'est la modernisation du Japon, voilà, l'ouverture à l'Occident. Et en fait, il y a plein de ces petites légendes qui disparaissent parce que elles sont balayées par l'industrialisation. Voilà, et puis c'est des trucs orales, c'est de la tradition orale, tout ça. Et lui, c'est le seul mec qui a écrit. Les Japonais de l'époque voient pas l'intérêt d'écrire des histoires de grand-mère. Mais lui, ça le fascine, parce que ça l'a toujours fasciné, les mythes, en fait. Et puis, j'ai lu quelque part qu'il trouvait que ça ressemblait à la culture grecque antique, et donc c'était une façon de se rapprocher de sa mère. Bon, bref. Toujours est-il, il publie une quinzaine de bouquins, et il est révéré pour ça au Japon. Aujourd'hui, parce que on s'intéresse au passé, aux légendes, etc. Mais même à l'époque, parce que ça plaît au gouvernement Meiji, ces histoires un peu traditionnelles, parce que ça alimente le nationalisme, finalement. Et donc, un peu malgré lui, il se met à faire un petit peu de propagande pour l'Empire, tout ça, mais... Faut bien vivre. Ouais, non, mais enfin pas, il fait un peu de propagande. Il travaille pas pour le gouvernement, mais malgré lui, il fait un peu de propagande. Voilà. C'est une jolie histoire d'un mec qui a C'était une belle histoire de voyage, de plusieurs vies, plein d'expériences différentes. Voilà, et de légendes qui ont été sauvées par un borgne. Voilà, il a... Nous arrivons à la fin de cet épisode et vous aurez remarqué que malgré tout l'acharnement des puissances obscures et maléfiques de la technologie et des maîtres du monde, nous avons réussi à réparer notre enregistrement. Nous espérons que cela n'aura pas gêné votre écoute et nous ferons en sorte que ce genre de désagrément ne se reproduise plus. Il a dû apprendre plein de trucs. Il a appris énormément de choses. Mais nous aussi. Et nous aussi. Et nous aussi. Et du coup, en attendant d'en apprendre encore plus, on vous encourage à écouter plein de podcasts, à vous renseigner, à apprendre toujours, à écouter des podcasts du label Podcut, à nous laisser plein d'étoiles aussi. Si vous souhaitez, vous pouvez nous aider en participant au Patreon, qui ira directement financer les démarches de l'ordre des Illuminati. Tout à fait. Et on se retrouve la prochaine fois. Bon, à la prochaine fois, oui.